Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de force et de mouvement. Donc dans la nouvelle partie sciences et mécanique sport. Donc c'est pour ça que je vous ai mis deux images. La première, on voit un skieur qui défile une pente, ce qui veut dire que on a affaire à un mouvement particulier qu'on pourra appeler tout à l'heure rectiligne uniformément accéléré. Et puis sur la deuxième image, nous voyons ici un moteur qui tourne, donc qui effectue un mouvement de rotation. Et on s'aperçoit que ce mouvement de rotation est uniforme, c'est-à-dire qu'il se déplace à vitesse constante. Donc on va essayer de voir un petit peu, à travers ces différents mouvements, l'aspect à la fois cinématique, c'est-à-dire l'étude des vecteurs vitesse, position, accélération. Et nous allons aussi essayer de voir un petit peu l'impact des différentes forces appliquées au système sur les mouvements. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que vous devez savoir pour le bac? Alors, plusieurs choses. Donc, on va parler de vecteur position, vecteur vitesse, vecteur accélération d'un point. Donc, il va falloir définir ces vecteurs vitesse comme étant la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Et de même, le vecteur accélération, on va le définir comme la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Ensuite, ces vecteurs vont être caractérisés par leurs coordonnées. On va parler de coordonnées des vecteurs vitesse et accélération dans un repère particulier, le repère de Freinet pour ce qui concernera les mouvements circulaires uniformes. Et puis nous aborderons d'autres mouvements qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, rectiligne uniformément accéléré et circulaire uniforme. Et donc le but du jeu, c'est d'établir les coordonnées cartésiennes des vecteurs vitesse et accélération à partir des coordonnées du vecteur position et ou du vecteur vitesse. Voilà, donc on va essayer de caractériser le vecteur accélération pour différents mouvements. Et on va essayer d'utiliser aussi le langage de programmation pour définir le vecteur accélération d'un point lors d'un mouvement. Et donc, en capacité mathématique, vous devez connaître la dérivée d'une fonction. Concernant maintenant l'aspect dynamique, donc là, il va falloir s'intéresser au centre de masse d'un système. On va parler de référentiel galiléen. On va établir la deuxième loi de Newton. Et en application, on va essayer de parler d'équilibre d'un système. Donc pour cela, il va falloir définir ce que c'est qu'un référentiel dit galiléen pour un mouvement étudié. On va donc utiliser cette deuxième loi de Newton dans des situations particulières, soit pour en déduire un vecteur accélération ou en déduire la somme des forces appliquées. Donc ça, c'est ce que nous ferons aussi lors du TP de mardi. Alors tout d'abord, commençons par définir ce qu'on appelle le centre de masse. On dit aussi centre d'inertie d'un système. Alors déjà, pour décrire le mouvement d'un objet, d'un solide, il faut définir plusieurs critères. Le premier, c'est choisir un système. Généralement, on peut dire le solide en mouvement. Par exemple, sur les photos de tout à l'heure, ça pouvait être le skieur ou ça pouvait être la roue qui tourne. Choisir ensuite un repère d'espace et de temps, c'est le référentiel. Donc nous y reviendrons tout à l'heure. Effectuer ce qu'on appelle le bilan des forces extérieures qui s'exercent sur ce solide. Donc ça, on verra avec les lois de Newton. Ensuite, définir le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération pour décrire la trajectoire du mouvement. Et ensuite, on en déterminera sa trajectoire. Alors déjà, pour définir un système, on s'intéresse donc là, dans cette partie-là, à la cinématique. On va essayer de voir un petit peu comment évolue le système au cours du temps. Donc on s'intéresse à son mouvement dans un référentiel donné. Cet objet va constituer le système étudié. Alors le système, il peut être soit indéformable, par exemple la roue de tout à l'heure, ou soit déformable, c'est-à-dire le skieur, lorsqu'il descend une pente, peut être plus ou moins plié, donc il peut être plus ou moins déformable, ou de la pâte à modeler par exemple. Donc on assimilera un solide, finalement on va le ramener à un point matériel qui sera confondu avec le centre d'inertie du solide, et dont la masse est celle du solide considéré. C'est-à-dire que toute la masse du système, on va la considérer en un seul point, où en ce point, toute la masse sera réunie. Donc deux exemples. Par exemple, le système ici, on voit bien que c'est le ballon
qui peut être assimilé à un solide indéformable. Donc on peut considérer que ce système peut être réuni en un seul point, qu'on appellera le centre d'inertie, où toute la masse du ballon sera concentrée. Comme le ballon a une forme sphérique, on peut dire que finalement, le centre d'inertie correspondra bien au centre de masse. Autre exemple, cette fois-ci, c'est le système homme-parachute, qui peut être lui aussi assimilé à un solide indéformable. C'est-à-dire qu'on va considérer l'ensemble de ce système et on va considérer le barycentre du système où toute la masse serait concentrée. Étant donné que le parachutiste est beaucoup plus lourd que le parachute, le centre de masse ou le centre d'inertie va se situer au niveau donc, du parachutiste. Donc le centre de masse, centre d'inertie, est le point ayant la trajectoire la plus simple, c'est-à-dire, quand on dit la plus simple, c'est rectiligne ou parabolique. Je prends un exemple. Si vous lancez un marteau en l'air, on va s'apercevoir que au niveau du marteau, si on considère le centre d'inertie où la masse est concentrée, si on considère ce point-là, si on étudie ce point au cours du mouvement, on s'aperçoit que ce point, si on suit ici la trajectoire, correspond, ici on voit bien, à une trajectoire parabolique. Donc on s'aperçoit bien que le mouvement de ce point, c'est bien le mouvement le plus simple. Donc c'est ce point que l'on appelle le centre d'inertie. Si je prends l'extrémité du marteau, la partie rouge, je m'aperçois que cette partie rouge décrit un mouvement assez complexe, une sorte de cycloïde. Donc ça veut donc dire que la partie rouge du marteau ne correspond pas du tout au centre d'inertie. Maintenant qu'on a défini le système, on a dit que la deuxième étape était de choisir un référentiel d'étude. Et il faut en particulier que ce référentiel d'étude soit considéré comme un référentiel galiléen. Alors un référentiel, pour le définir, on a besoin de deux choses. Un repère d'espace et un repère de temps. Un repère d'espace, c'est-à-dire que ça peut être un repère, comme vous l'avez vu en maths, OIJK, c'est-à-dire un repère avec une origine et trois axes orientés vers trois directions perpendiculaires. Ou alors, si on s'intéresse à un repère plan, à ce moment-là, le repère sera OIJ, c'est-à-dire avec un centre et deux axes. Et puis aussi, il faut définir, en plus du repère d'espace, un repère de temps. C'est-à-dire que lorsqu'un point, lorsque le centre de masse ou le centre d'inertie, par exemple, évolue au cours de la trajectoire, on s'aperçoit que pour différentes dates, le centre d'inertie va occuper des positions différentes. Donc on a besoin, en même temps que du repère d'espace, d'un repère de temps, une sorte d'horloge, pour pouvoir mesurer le temps qui nous permettra par la suite d'en déterminer la vitesse et l'accélération du mouvement. Alors au niveau d'un référentiel, il y en a trois différents. Ça dépend ce qu'on veut étudier finalement. Alors tout d'abord, je vais commencer par celui-là. C'est le référentiel qui a pour centre le centre du Soleil et pour axe, trois axes dirigés, on voit bien ici, vers trois étoiles fixes de l'univers qu'on appelle alpha, bêta et gamma. Et donc avec ce type de référentiel, il est tout à fait possible d'étudier les mouvements de planètes ou de comètes. Donc ça, c'est ce que nous verrons dans la partie astrophysique, astronomie. Deuxième référentiel, ce référentiel a pour centre non plus le centre du Soleil, mais le centre de la Terre, qu'on appellera donc référentiel géocentrique. On s'aperçoit que ce référentiel est défini lui aussi par trois axes, vers trois étoiles fixes, comme tout à l'heure. Et ce référentiel est plutôt destiné à l'étude du mouvement, par exemple, des satellites terrestres, que ce soit la Lune, satellite naturel, ou satellite artificiel. Et enfin, le dernier référentiel, c'est le référentiel terrestre, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à un point à la surface de la Terre pour l'étude de mouvements de courte durée au voisinage de la Terre. C'est-à-dire qu'on pourra étudier le lancer d'un projectile, le mouvement de chute libre, des choses comme ça, donc liées à la surface de la Terre. L'ensemble de ces référentiels, on va considérer qu'ils sont galiléens. Alors pour dire qu'un référentiel est galiléen, il faut absolument que ce qu'on appelle, ce que vous avez vu en seconde, le principe d'inertie soit applicable dans celui-ci.
Le principe d'inertie, on le verra tout à l'heure, c'est lorsque la somme des forces appliquées à un système est nulle, alors à ce moment-là, le système est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc voilà, l'autre définition, c'est celle-là. Donc tout référentiel en mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen est lui-même galiléen. Alors maintenant, nous allons étudier donc la cinématique du point. Et pour étudier la cinématique du point, on a besoin d'étudier trois vecteurs. Le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Alors commençons par le vecteur position. Le vecteur position, on va le définir par le vecteur OM. Alors on marque entre parenthèses petit t parce que ce vecteur OM est dépendant du temps. D'où le repère de temps qu'on a parlé tout à l'heure. Alors voilà, on considère donc un repère OIJK, donc un repère d'espace, donc les trois axes orientés perpendiculairement les uns par rapport aux autres, et on considère un point M. Ce point M est caractérisé par le vecteur OM, c'est-à-dire qu'on trace un vecteur qui part de l'origine du repère et dirigé vers le point M. On admet que dériver un vecteur revient à dériver ses coordonnées cartésiennes. C'est donc ce qui signifie qu'un vecteur, comme on le voit sur la figure ici, ce vecteur OM est caractérisé par trois coordonnées puisqu'on est dans un repère d'espace. Donc ce vecteur OM est représenté par son abscisse, x de t, y de t son ordonnée et z de t son abscisse. Donc on peut écrire que le vecteur position OM de t en coordonnées cartésiennes s'écrire OM de t égale x de t fois i, c'est-à-dire multiplié par le vecteur unitaire, plus y de t fois le vecteur unitaire petit j, plus z de t multiplié par le vecteur unitaire k, la cote. On peut dire que les expressions de x, y et z, on voit qu'elles dépendent du temps. Donc on appelle ça les équations horaires de la position. La trajectoire d'un point M, c'est une courbe constituée de l'ensemble des positions successives occupées par ce point. C'est-à-dire que comme le point M va bouger par rapport au temps, le vecteur OM va dépendre du temps. Donc c'est pour ça qu'on écrit bien le vecteur OM de t. Alors maintenant, si on veut connaître la valeur, on dit aussi la norme du vecteur position. Donc la norme s'écrit, vous l'avez vu en maths, la norme d'un vecteur, on met deux barres de chaque côté. Ou alors en physique, on peut l'écrire directement OM, donc sans flèche. Donc la norme d'un vecteur, c'est égal à la racine carrée de x de t au carré plus y de t au carré plus z de t au carré. Si on travaille par exemple dans un espace plan, c'est-à-dire qu'on n'aura que deux axes, OIJ, donc on n'aura que deux coordonnées, x de t, y de t. Donc si on est dans un mouvement plan, le vecteur OM de t sera juste égal à racine carrée de x au carré plus y au carré. Il n'y aura pas besoin d'écrire le z. Comme c'est un vecteur position, l'abscisse, l'ordonnée, la cote ainsi que la norme du vecteur sont toutes exprimées en mètres. Ce sont des distances. Une norme, c'est une distance. Une norme, ce n'est pas du tout un vecteur. Donc une norme, ça se mesure en mètres. Maintenant, concernant le vecteur vitesse, v de t, on vient d'expliquer que le vecteur de vitesse d'un point à une date t, c'est égal, d'après la définition, à la dérivée du vecteur position OM de t par rapport au temps. Ce qui fait que le vecteur vitesse v de t, on va l'écrire égal à la dérivée d de OM, la dérivée du vecteur position, sur dt, puisqu'on dérive par rapport au temps. Donc c'est ça la définition de la vitesse. Donc dans un repère cartésien, comme tout à l'heure, OIJK, ce vecteur vitesse va lui aussi être défini par ses coordonnées. Donc ces coordonnées, on les appellera Vx de t, Vy de t et Vz de t. Et le vecteur v de t va donc s'écrire Vx de t multiplié par le vecteur unitaire i, plus Vy de t multiplié par le vecteur unitaire j, plus Vz de t multiplié par le vecteur unitaire k. Comme tout à l'heure, on voit bien que Vx, Vy et Vz dépendent du temps. Donc on appellera ces expressions
des équations horaires de la vitesse. Si on fait un petit point maths, soit un vecteur OM de t qui est défini selon une seule direction, égale à x de t fois i. On note en maths dx sur dt la dérivée par rapport au temps de petit x. Donc d de OM sur dt, c'est donc bien égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur OM. Et donc d de OM sur dt, c'est aussi égal à dx sur dt fois i. Puisque i c'est un vecteur constant, et donc dx sur dt, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure vx. Ensuite, le raisonnement à retenir. Donc ça, c'est ce qu'on vient de définir. Dx sur dt, donc c'est vx de t. De même, vy de t va donc s'écrire dy sur dt, la dérivée de l'ordonnée par rapport au temps. Et de même, vz de t va être lui aussi égal à dz sur dt, la dérivée de la cote par rapport au temps. Donc les coordonnées cartésiennes de ces trois composantes du vecteur vitesse sont donc les dérivées par rapport au temps des coordonnées cartésiennes du vecteur position. Maintenant, ça concerne donc la partie vecteur. Pour la partie norme du vecteur vitesse, on écrira donc v de t avec deux barres de chaque côté ou v de t sans flèche. Et comme pour la vecteur position, on sait que la norme du vecteur vitesse, c'est égal à la racine carrée de sa composante vx de t au carré plus sa composante vy de t au carré plus sa composante vz de t au carré. Comme c'est une vitesse, comme c'est la norme du vecteur vitesse, cette norme se mesure en mètres par seconde. C'est-à-dire que Vx, Vy, Vz et V se mesurent toutes en mètres par seconde. On sait aussi que le vecteur vitesse, on peut le définir si on connaît la trajectoire par la tangente à la trajectoire et orientée dans le sens du mouvement. Donc un vecteur vitesse, si on a une trajectoire curviligne comme ceci, si le mouvement a lieu de droite à gauche, le vecteur vitesse en un point M sera défini donc par la tangente. Donc il suffit de prendre une règle, dessiner la tangente au point M et diriger le vecteur vitesse dans le sens du mouvement. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir définir le vecteur vitesse dans le cadre d'un mouvement quelconque. Après avoir défini position, vitesse, il nous reste à parler du vecteur accélération. Donc le vecteur accélération, on l'appellera a de t, et comme on a défini pour le vecteur vitesse, on dira que le vecteur accélération, a de t d'un point m à la date t, est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse v de t. Alors comment ça va s'écrire? A de t, le vecteur a de t sera égal à dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps sur dt. Donc ça, c'est donc l'expression du vecteur accélération. Maintenant, si on se place dans un repère cartésien, OIJK, le vecteur a de t va se décomposer en ces différentes composantes, ces différentes coordonnées, qu'on appellera AX de t, AY de t et AZ de t. Et donc, A de t va s'écrire AX de t fois vecteur unitaire I, plus AY de t fois vecteur unitaire J, plus AZ de t fois vecteur unitaire K. Comme tout à l'heure, les expressions A de X, A de Y, A de Z sont fonctions du temps et sont donc appelées les équations horaires de l'accélération. Pareil, toujours un petit point maths, le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. On sait que le vecteur vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, on peut dire que le vecteur accélération, A de t, est donc la dérivée seconde du vecteur position. C'est-à-dire que pour passer de l'accélération à la position, il faut donc dériver deux fois par rapport au temps. Ce qui fait que AX de t, on pourrait dire que c'est égal à la dérivée de Vx sur dt, mais c'est aussi égal à la dérivée seconde de x sur dt2. De même, AY de t sera donc lui aussi égal à la dérivée seconde de l'ordonnée y sur dt2. Et z, pour AZ de t, ça sera aussi égal à d2z sur dt2. C'est donc la dérivée seconde. Alors,
Le raisonnement à retenir, on sait que A de t, si on décompose selon le repère OIJK, va donc donner d de Vx sur dt fois i, plus d de Vy sur dt fois j, plus d de Vz sur dt fois k. On sait que ax, c'est d de Vx sur dt, ay, est égal à d de Vy sur dt, et az de t, c'est bien égal à d de Vz sur dt. Voilà. Donc du coup, ça c'est pour la partie vecteur. Pour la partie norme, comme tout à l'heure, la norme du vecteur, on place 2 barres de chaque côté du vecteur A de t, où on écrit A de t sans flèche. Et comme tout à l'heure, ça sera encore égal à la racine carrée de la composante AX au carré, plus la composante AY au carré, plus la composante AZ au carré. Comme c'est une accélération, donc A de t, AX de t, AY de t, AZ de t sont toutes exprimées en mètres par seconde au carré. C'est donc l'unité de la grandeur accélération. Le vecteur accélération, mettant une date t2, peut être tracé à l'aide, ça vous l'avez fait en première, à l'aide du vecteur variation de vitesse, delta v de t2, grâce à une relation approchée. Alors, pour expliquer ça, voilà, nous avons notre point M2, c'est le point qui nous intéresse, nous voudrions connaître l'accélération en ce point. Pour connaître l'accélération en ce point, on a besoin donc d'utiliser la variation du vecteur vitesse. Qui dit variation, dit forcément deux vecteurs vitesse, et on va parler de différence entre deux vecteurs vitesse. Donc si on a besoin de connaître l'accélération au point M2, eh bien, il nous faut déterminer le vecteur vitesse au point juste avant, le point M1, et il nous faut déterminer le vecteur vitesse au point juste après M2, le point M3. Vous avez vu en première que pour déterminer le vecteur vitesse au point M1, il suffit de mesurer la distance entre le point avant M1, donc M0, et le point après M1, le point M2. Vous mesurez cette distance et vous divisez par l'intervalle de temps T2 moins T0. Ce qui vous donnera donc des centimètres qu'il faudra bien mettre en mètres et divisé par le temps T2 moins T0 qu'il faudra lui aussi mettre en secondes. Ce qui vous permettra de déterminer le vecteur vitesse au point M1. Et grâce à une échelle de représentation, vous allez pouvoir donc représenter le vecteur M1, le vecteur au point M1. Ce vecteur au point M1, donc on a dit, était tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement et donc est orienté comme ceci. De même, pour le vecteur vitesse au point juste après M2, le point M3, on fait comme tout à l'heure. Il nous suffit de mesurer la distance M2, M4. Donc cette distance en centimètres, bien la mettre en mètres. Et diviser par l'intervalle de temps T4 moins T2, l'intervalle de temps qui sépare les deux points. Et donc, cet intervalle de temps, vous le mettez bien en secondes. Et le rapport va vous donner une valeur, la norme du vecteur vitesse, au point M3. Donc au point M3, il suffit de tracer maintenant le vecteur vitesse. Ce vecteur vitesse est tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement. Donc on voit bien qu'il est orienté cette fois-ci vers le bas. Et donc grâce à une échelle adaptée, vous allez pouvoir représenter correctement le vecteur au point M3. Une fois tracés ces deux vecteurs de part et d'autre de M2, il suffit maintenant de tracer le vecteur variation de vitesse. Alors c'est quoi le vecteur variation de vitesse? C'est le vecteur, si vous voulez, V3 moins le vecteur V1. Donc ce vecteur V3 et ce vecteur moins V1, on va les placer au point qui nous intéresse, au point M2. Donc vous faites une translation du vecteur V de T3, vous l'amenez au point M2. Vous voyez, vous le décalez. Ça c'est V3. Pour avoir delta V, il faut faire V3 moins V1. Donc votre vecteur V1, vous le déplacez, mais vous le déplacez et vous l'inversez. Ce qui fait que moins V1 va se situer ici, juste après le vecteur V3. Comme ça, vous avez bien V3 moins V1. Et donc la différence, c'est donc le vecteur qui est là, ce vecteur rouge, qu'on appellera delta V de T2. C'est le vecteur variation de vitesse au point M2, à l'instant T2. Et enfin, pour
déterminer l'accélération au point M2, on sait que l'accélération, c'est la variation du vecteur vitesse par rapport au temps. Le temps, donc ça sera le temps écoulé entre T3 moins T1. Donc la formule qui est là. Donc connaissant la valeur de delta V à l'instant T2, connaissant T3 moins T1 et bien sûr le mettre en seconde, grâce à une nouvelle échelle, on va pouvoir donc tracer le vecteur accélération. Donc le vecteur accélération, c'est le vecteur violet que vous avez là, au point M2. Donc voilà comment tracer un vecteur accélération si on connaît une sorte de chronophotographie. Alors maintenant, comment reconnaître un mouvement? Alors pour reconnaître un mouvement, il y a deux types de mouvements, je dirais. Il y a d'abord les mouvements rectilignes, et ensuite on parlera des mouvements circulaires ou curvilignes. Alors pour commencer par les mouvements rectilignes, un système est animé d'un mouvement rectiligne si sa trajectoire est une portion de droite et la direction du vecteur vitesse est inchangée, c'est-à-dire c'est celle du mouvement. Donc voilà comment est-ce qu'on peut définir un mouvement rectiligne. Alors maintenant, reste à parler de rectiligne uniforme et rectiligne uniformément varié. Quand on a un mouvement rectiligne uniforme, ça veut donc dire, vous l'avez déjà vu en seconde et en première, que en plus que la direction du vecteur vitesse soit inchangée, on peut dire aussi que la valeur du vecteur vitesse ou la norme du vecteur vitesse est constante. Donc, c'est-à-dire que l'accélération est nulle. C'est-à-dire que l'accélération, on sait que c'est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, si on sait que l'accélération est égale à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, mais si on sait que le vecteur vitesse est constant, on sait que la dérivée d'une constante, vous l'avez vu en maths, c'est égal à 0. Donc le vecteur accélération est nul. Donc voilà, on peut dire qu'un mouvement rectiligne uniforme est donc caractérisé par un vecteur vitesse constant en direction, sens et valeur, et une accélération nulle. Maintenant, en ce qui concerne le mouvement rectiligne uniformément varié. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire que le vecteur accélération, cette fois-ci, ne sera plus nul. Il aura une direction, c'est la droite support de la trajectoire. Un sens, celui de V si le mouvement est accéléré, opposé à V si le mouvement est ralenti. Et là, il y aura une valeur qui sera, elle, par contre, constante et qui se mesure en mètres par seconde moins 2. Alors voilà, pour illustrer un petit peu ça, on voit bien que dans le premier cas, les vecteurs vitesse ici sont bien constants, égaux en direction, sens, en valeur. Donc l'accélération est donc nulle. Donc par exemple, on peut avoir l'image ici d'une boule de billard qui se déplace à intervalles de temps réguliers. Donc on estime bien que la vitesse est bien constante au cours du mouvement. La trajectoire est bien une droite, c'est bien rectiligne. Ensuite, pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré, on voit bien que le vecteur vitesse V2 est plus grand que V1. On voit bien que le vecteur V3 est plus grand que V2. Donc on voit bien que le vecteur vitesse augmente en valeur. Ce qui veut donc dire, étant donné que l'accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse, donc on va avoir une accélération constante qui donc est dirigée dans le sens du mouvement puisqu'on est bien dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Dans le deuxième cas, on s'aperçoit que le vecteur vitesse V2 a une norme plus petite que V1. De même, V3 a une norme plus petite que V2. Donc là, on s'aperçoit que le vecteur vitesse décroît et donc l'accélération, qui elle va être constante, va être opposée au mouvement, puisque le mouvement va être rectiligne uniformément ralenti. On le voit ici, on voit bien que l'espacement entre chaque balle au niveau de la chronophotographie diminue, ce qui montre bien que le vecteur vitesse diminue en intensité. Et donc l'accélération va être donc plutôt négative cette fois-ci, puisqu'elle est opposée au mouvement. Alors, concernant des mouvements circulaires. Alors pour les mouvements circulaires, il va falloir choisir un nouveau repère, qu'on va appeler le repère de Freinet, qui sera beaucoup plus adapté aux mouvements circulaires. Alors voilà.
Quand on a un mouvement circulaire, on va considérer un point M qui se déplace le long d'un cercle de centre O, de rayon R. Et ce point M va être caractérisé dans le repère de Freinet par deux vecteurs unitaires. Ce ne sera plus les vecteurs unitaires OIJK, ce sera les vecteurs unitaires U de T et U petit n. Alors ce vecteur U de T, c'est ce qu'on appelle le vecteur tangentiel puisqu'il est tangent à la trajectoire et il est orienté bien sûr dans le sens du mouvement. Ça veut dire que chaque fois que le point M se déplace, à chaque position de M, on aura toujours un vecteur tangent dans le sens du mouvement qu'on appellera U de T. De même, on va avoir un vecteur perpendiculaire à U de T qu'on appellera UN, vecteur normal. Et donc, lui, il va être toujours orienté vers l'intérieur de la courbure de la trajectoire. Donc, toujours dirigé vers le point O. Et donc, pour une trajectoire circulaire de centre O et de rayon R, le vecteur position, donc notre vecteur OM que nous voyons ici, si on devait définir ce vecteur-là, ce vecteur OM de T, puisqu'il varie au cours du temps, va être collinaire à UN. On voit bien que tous les deux vecteurs sont dans la même direction. Par contre, OM est dirigé vers la droite, UN est dirigé vers la gauche. Donc ces deux vecteurs sont de sens contraire. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la norme de OM correspond bien au rayon de la trajectoire. Mais comme les vecteurs sont de sens contraire, on va avoir un signe moins. Ce qui veut donc dire que OM de T va s'écrire égal à moins R fois UN, fois le vecteur unitaire UN. Donc ça, c'est pour le vecteur position, qui est dirigé selon UN. Maintenant, si je m'intéresse au vecteur vitesse, on a dit que le vecteur vitesse était tangent à la trajectoire, donc il sera forcément collinaire à U de T. Et il sera en plus de même sens. Donc on peut dire que le vecteur vitesse, V de T, sera égal à V de T, la norme du vecteur vitesse, multiplié par le vecteur unitaire UT. Et enfin, le vecteur accélération, A de T, et bien ce vecteur accélération va avoir deux composantes. Une composante du coup selon UT et une composante selon UN. On va appeler ça la composante tangentielle et la composante normale de l'accélération. Alors selon UT, on sait que selon UT, on a le vecteur vitesse V. On sait que l'accélération, par définition, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc on écrira, selon la composante tangentielle, dv sur dt fois ut. Plus, donc là on va l'admettre, que la composante normale de l'accélération, qui sera selon un, va s'écrire sous la forme v au carré, v de t au carré sur r fois un. Donc ce sera le rapport de la vitesse au carré divisé par le rayon. Et ça, c'est ce qu'on appellera l'accélération normale. Et là, donc, l'accélération tangentielle. Donc voilà un petit peu le nouveau repère adapté pour un mouvement circulaire. Alors maintenant, comme tout à l'heure, il faut définir deux types de mouvements circulaires, le mouvement circulaire uniforme et le mouvement circulaire non uniforme. Alors, pour distinguer les deux, c'est quoi le point commun, c'est quoi la différence? Au niveau du vecteur vitesse, que le mouvement soit circulaire uniforme ou non, le vecteur vitesse, on l'a dit tout à l'heure, est toujours tangent à la trajectoire et toujours dans le sens du mouvement. Ça marche pour les deux mouvements. La différence, c'est que si le mouvement circulaire est uniforme, ça veut dire que la valeur ou la norme du vecteur vitesse sera constante. S'il n'est pas uniforme, la valeur ou la norme du vecteur vitesse sera variable. Concernant le vecteur accélération, dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, on va avoir deux choses. Tout d'abord, au niveau de la direction, elle va être variable et perpendiculaire à la trajectoire. Alors, je m'explique. Déjà, A de t sera égal à 0. Je rappelle que A de t, c'est égal à dv sur dt. On sait que la valeur de la vitesse dans un mouvement circulaire uniforme est constante. Donc la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Donc on peut dire que A de t est égal à 0 dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Ce qui fait qu'il ne restera que la composante normale dans ce cas-là. Ce qui signifie que la valeur de A sera constante du coup,
et sera égal à la composante normale, c'est-à-dire V2 sur R. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a que la composante normale, on peut dire que le vecteur accélération sera dirigé selon UN, c'est-à-dire vers le centre de la trajectoire. Maintenant, si le mouvement circulaire est varié, la direction du coup du vecteur accélération va être variable et non perpendiculaire, puisque cette fois-ci, il y aura une composante tangentielle de l'accélération. Le sens sera toujours vers l'intérieur de la trajectoire. Par contre, la valeur de A sera forcément différente de V carré sur R, puisqu'il faudra tenir compte de l'accélération tangentielle. Donc dans le cas où l'accélération tangentielle est nulle, on a donc dv sur dt qui est égal à 0. Donc vitesse constante, le mouvement est circulaire uniforme. Alors voilà deux exemples. Là, on a une sorte de chronophotographie d'un mouvement circulaire uniforme. On a bien le vecteur vitesse qui est bien dirigé dans le sens du mouvement, qui est toujours tangent à la trajectoire et qui a toujours la même valeur. Et on constate que les vecteurs accélération en différents points sont tous orientés vers le centre de la trajectoire. Donc, c'est-à-dire dirigés selon leur composante normale, il n'y a pas de composante tangentielle. Le deuxième cas, c'est l'histoire d'un pendule. On voit bien que dans le cas d'un pendule, le mouvement est bien circulaire mais non uniforme. Et donc il est varié puisqu'on voit ici que le vecteur vitesse ici augmente progressivement puis va rediminuer. Et donc l'accélération va être constituée d'une composante tangentielle et normale et on fait la somme des deux composantes pour trouver le vecteur accélération. Donc on voit bien que le vecteur accélération est dirigé vers l'intérieur de la trajectoire mais n'est plus dirigé vers le centre où. Alors, pour revenir un petit peu sur ces différents mouvements et sur ces vecteurs vitesse et accélération, on va s'intéresser à deux mouvements. Alors tout d'abord, on va s'intéresser donc au mouvement rectiligne uniformément accéléré. Alors vous avez un programme Python avec des coordonnées de temps, d'abscisse. Alors je rappelle qu'on a un mouvement rectiligne, donc on a forcément du coup qu'une seule coordonnée ou qu'un seul axe. On est dirigé selon une direction, l'axe OX. Z du coup vaudra 0. Et donc on va définir le vecteur selon l'axe OX qu'on appellera Vx. Vz, il n'y en aura pas, Vz égale 0. On va définir le vecteur Ax et AZ vaudra 0. Et tau est un intervalle de temps entre deux mesures, donc 0, 2. Alors on vous a défini dans ce programme Python la vitesse. Donc la vitesse, on vous explique qu'on a fait une boucle for i in range 1 à 13. Donc si on commence par le point 1, on va jusqu'au point 13, de 1 en 1. On va définir la vitesse comme étant l'abscisse x plus i plus 1 moins x i moins 1. Donc l'abscisse avant le point i, l'abscisse après le point i. On fait la différence entre les deux, divisé par 2 fois le temps tau. Et ensuite, on explique que Vx, c'est la composante qu'on veut définir, point append vitesse. C'est-à-dire que la vitesse va augmenter de 1 à chaque fois. Et donc, on va demander à l'ordinateur d'imprimer Vx. Donc là, on va vous demander de faire la même chose pour l'accélération. Donc, pour faire l'accélération, c'est très simple. Il suffit de faire la même boucle for i in range de 1, alors non plus à 13, mais on va faire à 11, puisqu'on les points extrêmes ne tiennent, on va pas tenir compte des points extrêmes. Et on va définir l'accélération égale, ça sera égal à la composante Vx à l'instant i plus 1, moins la composante Vx à l'instant i moins 1, toujours divisé par 2 taux. Et on appellera donc la nouvelle grandeur Ax, point append, et là, à ce moment-là, au lieu de marquer vitesse, on écrira accélération. Donc, du coup, ce que l'on doit définir, ça sera donc, je le marque ici, voilà, donc ce que j'ai marqué ici, ça sera ça. Voilà. Donc, je le remets là. Alors, rectiligne élève, voilà. Donc, voilà mon programme. Je le mets à compléter ici, coller. Voilà. Donc, voilà pour la boucle qui fait donc intervenir l'accélération. Ensuite, dans ce programme, on a défini maintenant les vecteurs vitesse. Alors,
pareil, on a fait une boucle for. Là, on a appelé J, in range, alors 1, 13, 5. Ça veut dire que c'est pour ne pas surcharger les figures. En fait, on ne représente le vecteur que pour un point sur 5. Donc, un point sur 5 parmi les 13. Et on définit le vecteur par la fonction plt.quiver, x de j, z de j, vx de j, vz, il n'y en aura pas, largeur, échelle, la couleur rouge, et on mettra un petit label vecteur vitesse. Et là, pareil, on vous demande de représenter le vecteur, cette fois-ci accélération, en vous basant sur le modèle du vecteur vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on va changer? Donc, au lieu d'avoir Vx ici, on va avoir du coup la composante AX. À Z, il n'y aura pas de dépendance du temps. On peut garder les mêmes échelles et les mêmes largeurs de vecteurs, mais on peut changer la couleur pour bien différencier le vecteur vitesse du vecteur accélération. Ce qui va donc donner, voilà, donc vous avez ici la nouvelle boucle qui fait intervenir le vecteur accélération que je place dans le programme à compléter. Voilà. Donc voilà la boucle pour l'accélération. Donc on a bien les deux abscisses, x, z, et au lieu d'avoir vx, on va avoir ax, az, az. Et là voilà. Après on n'a plus qu'à tracer le graphique, hein, plt plot xz avec des points, x label x en mètres, donc l'abscisse ça sera x, plt y label l'ordonnée ça sera z en mètres, et les limites ça va de moins 10 à 60, et on va demander à tracer le graphique. Donc voilà ce qu'on va obtenir si on lance, si on exécute. Voilà, donc on voit bien que en rouge, c'est le vecteur vitesse. Donc on voit bien que le vecteur vitesse, ici, c'est un petit vecteur. Le vecteur vitesse devient plus grand ici et devient beaucoup plus grand ici. Et donc on s'aperçoit que le vecteur accélération, qui est bleu, on s'aperçoit que les vecteurs bleus gardent une valeur constante. Donc on a bien une accélération constante, un vecteur vitesse qui augmente progressivement. Donc on peut dire dans ce cas-là que le mouvement est bien rectiligne, uniformément accéléré. Voilà pour ce premier mouvement. Deuxième mouvement que je voudrais vous montrer, c'est le mouvement maintenant parabolique. Alors pour pareil, dans ce mouvement, on a défini des fonctions et on a mis donc les abscisses. Alors cette fois-ci, on voit qu'on est dans un mouvement plan, puisqu'on a l'abscisse X et la cote Z et les instants T. On va donc définir Vx, Vz, et donc la valeur de la vitesse, AX, AZ et le temps. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on va définir tout ça. Donc on va d'abord définir le calcul d'une vitesse. Alors il faut donc définir les deux composantes, Vx et Vy, je l'ai appelé. Et for n in range de 1, longueur de l'abscisse moins 1. Donc on va définir Vx et Vy. Alors pareil, append, ça veut dire qu'on rajoute à chaque fois. Alors on sait que la vitesse, c'est la variation entre deux abscisses, n plus 1 moins n moins 1, sur l'intervalle de temps entre le temps tn plus 1 moins le temps tn moins 1. De même pour Vy, ben c'est pareil, c'est la différence d'ordonnée entre l'instant final n plus 1 moins l'instant initial n moins 1 sur le temps, l'intervalle de temps entre n plus 1 et n moins 1. On définit le temps et on return avec Vx, Vy et le temps. Donc ça, c'est pour définir les vitesses. Maintenant, pour l'accélération, on fait la même chose. Hein. On définit les deux composantes AX et AY. On fait une nouvelle boucle, mais cette fois-ci, au lieu de faire varier des abscisses ou des ordonnées, on fait varier Vx, n plus 1 moins n moins 1, et Vy, n plus 1, n moins 1, sur le même intervalle de temps. Et on va donc définir comme ça AX, AY et le temps. Donc ça, c'est pour définir les vecteurs accélération. Et maintenant, pour définir la représentation graphique, et bien là, vous allez voir donc du coup trois graphiques ici. Alors, c'est pour ça que vous avez subplot 1, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 3. Donc ça veut dire que vous allez avoir trois graphiques sur la même longueur, les uns à côté des autres. Le premier graphique va s'intéresser au vecteur vitesse, avec pour abscisse x et pour ordonnée l'altitude z. Et vous allez donc définir dans ce premier graphique, on voit bien plt.quiver, comme tout à l'heure, abscisse ordonnée Vx, Vy,
les angles. Donc là, on va donc définir le vecteur vitesse sur ce premier graphique avec une échelle qu'on aura choisie. Sur le deuxième graphique, le titre sera vecteur accélération. Donc pareil, on aura un abscisse x en ordonnée l'altitude. Et là, on va définir cette fois-ci le vecteur accélération avec les composantes ax et ay. Et enfin, le troisième graphique, c'est ce qu'on appelle la somme des forces extérieures, c'est ce qu'on va voir après, c'est-à-dire montrer l'influence des forces au cours du mouvement. Et donc pareil, on aura sur ce graphique l'abscisse x, l'ordonnée l'altitude, et on va définir un vecteur force par la fonction plt.quiver. Et après, on va montrer le graphique. Alors voilà ce que ça va donner. Donc on voit bien ici que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire, mais change de direction et change de valeur. Donc on a bien ici un mouvement parabolique, mais qui n'est pas uniforme. Le vecteur accélération, donc il ne faut pas tenir compte, je pense, des valeurs extrêmes, mais si on regarde, on s'aperçoit, on l'a dit tout à l'heure, que comme on a un mouvement curviligne, l'accélération est donc dirigée vers l'intérieur, puisqu'il faut tenir compte de la composante normale et tangentielle. Donc c'est bien normal qu'on ait des vecteurs comme ceci. Mais on voit bien que ces vecteurs varient en longueur. Donc du coup, là, on voit bien une accélération qui change de valeur. Et sur le troisième graphique, on a donc la somme des forces extérieures appliquées au système. On voit que la somme des forces se résume à une force verticale vers le bas. En fait, c'est ce qu'on appellera le poids, qui donc est la seule force qui va agir sur le système dans un mouvement, on voit bien ici, parabolique. Et enfin, dernier programme, c'est aussi encore un mouvement parabolique où on fait intervenir pareil, le temps x et y. On définit à nouveau vx, vy, ax, ay. Là, vous avez la première boucle, on voit bien ici, comme tout à l'heure, qui fait intervenir le vecteur vitesse, avec les deux coordonnées sur l'intervalle de temps. Et ensuite, on a la deuxième boucle qui fait intervenir le vecteur accélération, puisqu'on a bien la variation de Vx sur l'intervalle de temps et la variation de Vy sur l'intervalle de temps. Donc là, on demande en plus dans le programme de définir la valeur maximale pour Vx, pour Vy, pour Ax, pour Ay. Et on demande de tracer pyplot.arrow, pyplot.arrow, c'est aussi une autre fonction pour définir les vecteurs vitesse. Alors si on applique le programme, donc là on me demande, on me dit qu'un centimètre doit représenter combien de mètres par seconde, donc je vais choisir 1. OK. Là on me demande pour l'échelle des accélérations, 1 centimètre, combien ça fait de mètres par seconde, ben là je vais choisir 1 aussi. OK. Et voilà ce que j'obtiens. Donc j'obtiens à nouveau mes vecteurs vitesse qui varient au cours du temps et mes vecteurs accélération qui sont plus ou moins orientés vers l'intérieur de la trajectoire. Et donc, en plus, je peux déterminer la valeur maximale pour Vx. Je vois que ça ferait 3,75 mètres par seconde. La valeur maximale pour Vy, 4 mètres par seconde. La valeur maximale pour Ax, c'est 15,62 mètres par seconde. Et la valeur maximale pour Ay, c'est 10,9. On verra que cette valeur est particulière, on le verra un petit peu plus tard. Donc voilà pour la partie Python. Alors enfin, à partir de notre truc actuel, donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc j'en étais ici. Donc du coup, j'en étais au grand 5. Alors sur cette partie grand 5, voilà, donc sur cette partie grand 5, on va essayer de faire une application. Alors tout d'abord, vous avez plusieurs graphiques de représenter, et moi j'ai 3 situations à vous proposer. Et donc je vais vous demander d'attribuer à chaque schéma la situation compatible. En première situation, on a une voiture qui roule à vitesse constante sur une route droite. La situation B, c'est un objet qui tombe en chute libre verticalement. Et la situation C, c'est une pierre accrochée à une fronde en rotation uniforme. Alors pour chacune des situations, il faut associer les bons graphiques. Alors si je commence par la première,
Première situation, on a dit que c'était une voiture qui roule à vitesse constante sur une route droite. Alors, si on peut dire qu'on est dans le cas d'un mouvement rectiligne, puisque la route est droite, et uniforme, puisque la vitesse est constante. Donc, dans ce cas-là, si on regarde bien les différents graphiques, on peut dire que ce mouvement rectiligne uniforme correspond donc à une vitesse constante. Donc, ça peut être le graphique numéro 3. Comme elle se déplace sur une ligne droite à vitesse constante, ça veut donc dire que la position, par exemple l'abscisse ici, augmente de manière proportionnelle par rapport au temps. Donc au niveau de la position, ça peut être ce premier graphique. Et du coup, sachant que la vitesse est constante, on sait que l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Comme la vitesse est constante, l'accélération est donc nulle. Ça correspond donc au graphique numéro 4. Situation B, on a cette fois-ci un objet qui tombe en chute libre verticalement. Donc qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Eh bien, on a cette fois-ci un mouvement qui est rectiligne puisque la direction est verticale. On sait que la pierre est lâchée donc sans vitesse initiale, donc sa vitesse augmente. On a bien un mouvement uniformément accéléré. Alors qu'est-ce qu'on a comme graphique? Eh bien, au niveau de la position, on part de 0 et on voit que la position augmente de plus en plus lorsque le temps augmente. C'est bien donc le graphique qui correspond bien à ce mouvement-là. Ensuite, on sait que dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré, on sait que l'accélération est constante et vaut une certaine valeur, donc ça va correspondre à ce graphique-là. Donc le graphique numéro 5. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Si l'accélération est constante, c'est que la vitesse varie linéairement par rapport au temps. Et donc ça veut donc dire que la vitesse augmente proportionnellement au temps, ce qui fait que la dérivée de cette fonction linéaire, c'est bien une constante. Donc voilà le graphique qui représentera la vitesse dans le cas du mouvement uniformément accéléré. Et enfin, situation numéro 3, une pierre accrochée à une fronde en rotation uniforme. Donc là, cette fois-ci, on peut dire qu'on est bien dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Donc on a dit que dans ce mouvement-là, il n'y a pas d'accélération tangentielle, mais une accélération normale, et que cette accélération normale est constante. Donc on peut dire qu'on peut avoir ce graphique-là. On sait aussi que dans ce cas-là, on a aussi la position qui varie au cours du temps de manière pas tout à fait linéaire. Donc on pourrait dire que la position peut correspondre à ce graphique-là. Voilà. Sinon, donc pour la vitesse, aucun des graphiques ne correspond à ces graphiques-là. Donc voilà ce qu'on peut dire dans le cas des trois mouvements. Alors maintenant, on va passer à l'aspect dynamique du système. Et donc on va essayer d'étudier maintenant le bilan des forces et expliquer que ces forces ont un impact sur le mouvement. Et ça va nous permettre de définir les lois de Newton. Et on va surtout s'intéresser à la deuxième loi de Newton. On va commencer donc par faire un bilan des forces et de la nature du mouvement. Donc c'est essentiel de faire un bilan des forces afin de déterminer si le mouvement sera uniforme ou varié. Alors ça, vous l'avez vu en seconde, si le mouvement est uniforme, en plus rectiligne, c'est que les forces se compensent. C'était le fameux principe d'inertie. Si le mouvement est rectiligne uniformément accéléré ou ralenti, à ce moment-là, les forces ne se compensent plus. Le bilan des forces n'est plus égal à 0. Alors je prends le cas de la chute d'un parachutiste soumis à 3 forces. Alors le parachutiste est soumis à son poids puisqu'il possède une masse, donc on connaissait tous la formule P égale M fois G. Il est soumis aussi à ce qu'on appellera la poussée d'Archimède, qu'on appellera Pi, qui sera égale à cette formule. Et il sera soumis aussi à une force de frottement due à l'air, qui s'oppose à la vitesse de déplacement du parachutiste. Alors voilà. Donc au niveau des caractéristiques de chacune de ces 3 forces, le poids, on sait qu'il est dirigé vers le bas, il est dirigé de manière verticale. Le sens est vers le bas. La norme du vecteur, c'est P égale M fois G. G, c'est l'intensité de pesanteur sur la Terre qui vaut 9,81. M, c'est la masse du système. Et enfin, le point d'application, c'est généralement le centre de gravité du système.
Donc c'est toujours une force qui est dirigée verticale vers le bas. La poussée d'Archimède, elle, est verticale, mais cette fois-ci de bas en haut. Cette poussée d'Archimède est égale à ρ, la masse volumique de l'air, fois V, le volume d'air déplacé, fois G. Comme il est dirigé vers le haut, il s'oppose au poids, donc il sera négatif par rapport au poids. Donc c'est la masse volumique de fluide, V c'est le volume du fluide déplacé. Enfin, la troisième force, c'est la force de frottement. Alors celle-ci est dirigée, donc c'est celle du mouvement, donc direction verticale, opposée au mouvement, donc ça veut dire qu'elle est plutôt orientée vers le haut. Et la norme, c'est K fois V. K, c'est un coefficient de frottement. Alors vu que c'est opposé au mouvement, il y aura le signe moins par rapport au vecteur unitaire U qui lui sera plutôt orienté vers le bas. Et le point d'application, c'est le point de contact entre le support et le système. Alors voilà ce que ça va donner. Donc vous avez trois situations. Schéma 1, schéma 2, schéma 3. Et la question c'est dans quelle situation a-t-on un mouvement rectiligne uniforme et dans quelle situation a-t-on un mouvement rectiligne accéléré. Si on regarde le schéma numéro 1, pour l'instant on n'a que deux forces, le poids P dirigé vers le bas et une faible poussée d'Archimède, donc on n'a pas encore de force de frottement, donc je dirais que c'est le début de la chute libre, la vitesse encore très faible, mais les forces ne se compensent pas. On voit bien que la somme des forces n'est plus nulle, donc on n'est pas dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, mais un mouvement rectiligne accéléré. Situation numéro 2, on s'aperçoit que le poids P est toujours orienté vers le bas, la force de frottement apparaît, elle est orientée vers le haut, et la poussée d'Archimède, elle aussi, est orientée vers le haut. Donc là, on s'aperçoit que, dans ce cas-là, si on fait la somme, le bilan des forces, on voit que le bilan des forces n'est pas nul. Donc ça veut dire que F plus pi, si la somme des deux forces va faire un vecteur orienté vers le haut, mais ne sera pas suffisant pour compenser le poids. Donc on sera encore dans un mouvement rectiligne accéléré. Et enfin, la situation numéro 3, on voit bien que si on additionne le vecteur P plus le vecteur F plus le vecteur pi, on doit obtenir un vecteur nul. Donc là, on est bien dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, puisque la somme des forces appliquées au système est nulle. Alors, revenons maintenant sur les trois lois de Newton. La première loi de Newton, vous l'avez vu en seconde, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Pour essayer d'expliquer cette première loi, je prends un mobile autoporteur, c'est-à-dire un mobile animé d'une slurrie qui va glisser sur une table à coussin d'air. Donc voilà ce que ça va donner. On a notre mobile autoporteur animé d'une soufflerie, donc il va pouvoir glisser sur la table à coussin d'air. Donc si on doit faire un diagramme objet-interaction, ça vous connaissez aussi, notre système c'est le mobile. Il est soumis à trois systèmes extérieurs, la Terre, l'air ambiant et le coussin d'air. On voit bien que l'action entre l'air et le mobile, c'est une action de contact puisque ça se touche. On a aussi l'action de contact entre le coussin d'air et le mobile. Par contre, entre la Terre et le mobile, c'est une action à distance, c'est dû à la gravité. Voilà. Et donc on va pouvoir définir à partir de ce système les forces appliquées à ce système. Donc l'action exercée par la Terre, c'est modélisé par le poids, c'est bien une action à distance. L'action exercée par le coussin d'air, c'est modélisé par une force R, perpendiculaire au support, en l'absence de frottement, et orientée vers le haut. Donc ça sera une action qu'on appellera la réaction du support. Et enfin, l'air ambiant, c'est la force exercée par l'air ambiant qui est en contact avec le mobile, donc c'est bien une action de contact, mais cette force, on peut considérer qu'elle est négligeable devant les autres forces. Donc, appliquée au point A, si on considère que le mobile autoporteur se résume en un seul point, le centre de masse qu'on appellera A, les deux forces appliquées seront P et R. Donc P est vertical orienté vers le bas et R est vertical orienté vers le haut. Et la somme des deux vecteurs est nulle. Donc, que dit le principe d'inertie? Il dit que dans un référentiel galiléen,
le centre de masse d'un système persévère dans son état de repos, c'est-à-dire que s'il était immobile, il restera immobile, ou persévère dans un mouvement rectiligne uniforme, si et seulement si la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur lui est nulle, ou s'il n'est soumis à aucune force, et réciproquement. C'est-à-dire que si la somme des forces appliquées au système est nulle, alors ce système sera soit au repos, soit aura un mouvement rectiligne uniforme. Ça marche dans les deux sens. Donc si on essaye de simplifier l'énoncé, on peut dire que si somme des forces extérieures est égale à vecteur nul, alors le mouvement est rectiligne uniforme, donc V du centre de masse est bien égal à une constante. On va passer à la troisième loi de Newton. Vous avez aussi vu en seconde qu'on appelle le principe des actions réciproques. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Elle dit que si vous avez deux A et B, qui sont deux corps en interaction, on dit que la force exercée par A sur B, que l'on notera F de A sur B, acteur sur receveur, et la force exercée par B sur A, que l'on notera donc F de B sur A, on sait que ces deux forces ont la même direction, la même intensité, mais des sens opposés. Voilà, par exemple, si on voit une personne, donc la personne c'est B, qui appuie, qui pousse, qui essaye de pousser une armoire A, donc c'est la force exercée par B sur A qui est orientée horizontale vers la droite, il y a une certaine valeur, alors la troisième loi de Newton dit que l'armoire A, le système A, exerce elle aussi une force sur la personne B, qui s'écrira F de B sur A, qui sera elle aussi horizontale, orientée vers la gauche, mais de même valeur que la force F de B sur A. Donc F de A sur B est donc égal à moins F de B sur A. Et enfin, la deuxième loi de Newton, qu'on appelle aussi le principe fondamental de la dynamique. Alors, que dit cette loi? On va essayer de la vérifier après en TP, mais elle nous dit que dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur un système de masse petit m constante est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre de masse. Alors, si on doit résumer cette phrase par une relation mathématique, somme des forces, ça serait comme ceci. Donc, somme des forces égale le produit, donc une multiplication de la masse du système par son vecteur accélération, AG. Mais on sait aussi que AG, c'est la dérivée du vecteur vitesse VG sur dt. Donc on peut écrire la deuxième loi de Newton par une de ces deux formules. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette loi de Newton? Eh bien, deux choses. C'est-à-dire que on peut en déduire le vecteur accélération. C'est-à-dire que si on connaît le bilan des forces, somme des forces, et que l'on connaisse la masse du système, on peut donc en déduire l'accélération AG du centre de masse. Ou alors, connaissant l'accélération, une fois qu'on l'a déterminée, connaissant la masse, on peut en déduire la somme des forces, la somme vectorielle des forces appliquées. Donc voilà un petit peu les applications qu'on peut avoir en utilisant cette deuxième loi de Newton. Alors ce que je peux préciser, c'est que si on a dit tout à l'heure que la vitesse était constante, donc c'est que la dérivée d'une vitesse, la dérivée d'une constante, c'est nul. Ça veut donc dire que dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, d de Vg sur dt égale à 0, fois m, ça fera toujours 0, et on retombe sur somme des forces égale 0, donc on retombe bien sur la première loi de Newton, le principe d'inertie. Donc si la vitesse est constante, somme des forces égale à 0. Donc finalement, la deuxième loi de Newton, c'est une application de la première loi de Newton. Alors maintenant, on va voir quelques exemples. Alors d'abord, premier exemple, je vous ai mis un pendule pesant, donc avec le pendule de Foucault. C'est un immense pendule qui oscille. Et donc là, le pendule pesant, vous avez deux forces qui s'appliquent sur un point matériel M. Alors il va y avoir le poids, voilà, donc le poids du pendule, P, et puis la tension du fil. Donc voilà, vous avez ici le poids et la tension du fil. Et si on fait la somme de ces deux vecteurs, P plus T, on fait la somme des deux vecteurs, et on divise par petit m la masse du pendule, on peut en déduire du coup le vecteur accélération. Le vecteur accélération va être collinéaire à la somme des vecteurs force, et divisé par m, ce qui donnera la valeur de l'accélération. Enfin, maintenant une application. On va s'intéresser à l'équilibre d'un système.
Du coup, la première situation, voilà, c'est une échelle qui est posée contre un mur. Donc c'est ce système-là en fait. On vous demande de montrer qu'un système est en équilibre à partir de l'exemple d'une échelle posée contre un mur, donc sans frottement, et reposant sur le sol avec frottement. Donc dans ce cas-là, voilà, notre système c'est celui-là. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Donc le système, c'est c'est comment dire, c'est l'échelle, voilà, l'échelle posée contre le mur. L'échelle, donc c'est l'échelle AB. Le mur est vertical, le sol ici. Donc là, il n'y a pas de frottement. Donc comme il n'y a pas de frottement, on a la réaction du mur en A qui sera perpendiculaire au mur. Ensuite, on sait que notre système il est soumis en G à son poids, ici, en son milieu, qui est vertical vers le bas. Mais on sait aussi que l'échelle elle repose sur le sol et on sait que sur le sol, il y a des frottements. Donc ça veut dire qu'au niveau du sol, il va y avoir un vecteur R qui va être décomposé en sa normale, NB, et la force de frottement, petit f. Donc si on fait la somme des deux vecteurs, on aura notre vecteur RB qui est comme ceci. Si le système est en équilibre, c'est-à-dire qu'il est immobile, à ce moment-là, on peut appliquer le premier principe d'inertie qui dit que la somme vectorielle des forces extérieures qui s'appliquent au système est nulle. Donc la question, c'est montrer que l'échelle est en équilibre en effectuant graphiquement la somme des forces appliquées à l'échelle. Alors pour montrer ça, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Et après, on va essayer de trouver une relation entre P et NB et F et RA. Alors du coup, pour montrer ceci, on reprend notre système qui est là et on va essayer de vérifier un petit peu que la somme des forces est bien nulle. Alors pour ça, eh bien, on va reprendre les différents vecteurs. On sait qu'on a le vecteur P qui est vertical vers le bas, comme ceci. Donc ça, c'est P. On a le vecteur NB qui est vertical vers le haut, donc que je peux additionner au vecteur P, comme ceci. Et donc si on regarde bien, le vecteur P et le vecteur NB ont même longueur, mais de sens contraire. De même, je représente le vecteur RA. Alors le vecteur RA va se représenter comme ceci. Voilà. Donc là j'ai translaté le vecteur RA. Et si j'additionne à nouveau, j'aurai donc le vecteur F. Et donc si je veux que l'échelle soit en équilibre, et bien regardez, il suffit de prolonger ici le vecteur F. Et on s'aperçoit du coup que le vecteur F a la même longueur que le vecteur RA, mais de sens contraire. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en déduire comme relation? Et bien du coup, on peut en déduire que, d'après le schéma ici, que le vecteur P est égal à moins le vecteur NB. Les deux vecteurs ont même longueur, mais de sens contraire. Et de plus, qu'est-ce que je peux aussi déduire? Ben, je peux en déduire que le vecteur RA est lui aussi égal et opposé, donc moins le vecteur petit f. Donc pour que l'échelle soit dans l'équilibre, il faut que tout l'ensemble des vecteurs respecte ces deux conditions. Voilà. Donc voilà la relation entre les vecteurs P et NB, F et RA. Deuxième situation et dernière situation, un corps en mouvement rectiligne uniforme sur un plan incliné. Alors on se propose de déterminer l'expression du coefficient de frottement exercé sur un corps posé sur un plan incliné et se déplaçant à vitesse constante. Donc la situation, la voilà. Donc on a un corps de masse petit m qui peut se déplacer avec frottement sur une surface plane et à l'instant initial, la surface est horizontale et le corps est au repos. À l'aide d'un système approprié, on incline progressivement cette surface d'un angle alpha. Et pour une certaine valeur de alpha, qu'on appellera alpha 0, le corps commence à glisser à vitesse constante sur un plan incliné ainsi formé.
Alors, ce qu'on va vous demander, c'est de, en appelant grand F la force de frottement qui tend à s'opposer au mouvement du corps, calculer le coefficient de frottement, qu'on appelle petit k, qui est égal au rapport F0 sur Rn, où F0 est la valeur de F pour alpha égale alpha 0, et Rn la composante de la réaction normale au point incliné. Alors il faut donc schématiser le dispositif. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Donc notre système, il a une masse. S'il a une masse, il est soumis à son poids, toujours dirigé suivant la verticale vers le bas. Ce système repose sur un plan incliné, donc il est soumis à une réaction normale, Rn. Et il est aussi soumis à une force de frottement, petit f, on vient de dire, dirigée dans le sens contraire du déplacement. Donc voilà ce que ça va donner. Le poids P vertical vers le bas, la force F qui s'oppose au déplacement, et la réaction Rn perpendiculaire au point incliné. Voilà. Donc, première question, écrire la condition d'équilibre pour alpha égale alpha 0. Alors, quel va être le raisonnement à adopter? On revient sur le tableau interactif. Alors, si on considère que on a f égale f0, alpha sera égal à alpha 0. Donc, on demande, dans ce cas-là, la condition d'équilibre. Donc, c'est-à-dire que ce que je peux écrire, c'est que si j'ai alpha égale alpha 0, ça veut donc dire que le mobile va commencer à descendre. Ça sera le début du mouvement. Mais je considère qu'à partir de ce moment-là, on est encore à l'équilibre. Donc on a donc somme des forces extérieures est égale à 0. Alors c'est quoi les forces extérieures? On a dit qu'on avait le poids P, vertical vers le bas, plus la force Rn, et plus la force F, mais comme on a alpha égale alpha 0, la force F, on l'appellera F0. Et on sait que le bilan des forces, dans ce cas-là, sera égal à vecteur nul. Voilà pour la première question. Et maintenant, on cherche donc à déterminer ce fameux coefficient de frottement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, moi, je peux dire deux choses. C'est que ce coefficient de frottement, on l'appelle K, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et c'est égal au rapport de la valeur donc de F0 sur Rn. Donc, il faut qu'on trouve les deux valeurs, Rn et F0. Alors, comment faire? Alors, déjà, d'après le schéma, vu qu'on est à l'état d'équilibre, on peut dire que selon la direction verticale, moi je peux dire qu'à ce moment-là, le vecteur Pn sur le dessin, alors j'ai oublié de préciser, le vecteur P, vous voyez, est décomposé en deux vecteurs. Un vecteur Pn, c'est la composante selon l'axe vertical du vecteur P, et la composante P, indice P, qui est donc la composante du vecteur P selon l'axe horizontal. Vous voyez, on a décomposé le vecteur P en deux vecteurs. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? Je peux dire que la composante Pn, finalement, est égale à moins Rn, puisque je suis en équilibre, et les deux vecteurs verticaux doivent être égaux et opposés. Ce qui signifie que, en termes de valeurs, si je prends des valeurs cette fois-ci, donc je passe du vecteur à la valeur, ça veut dire que la valeur Pn est égale à la valeur Rn. Alors, à quoi ça sera égal? Eh bien, regardez, on sait que alpha égale alpha 0. Donc, on retrouve l'angle alpha ici. On voit qu'on a un triangle rectangle en ce point. Alors, si vous connaissez votre formule de trigonométrie, on voit que Pn dans ce triangle, c'est le côté adjacent. P, c'est l'hypoténuse. Donc, on voit qu'on a un triangle rectangle avec un angle alpha 0. Donc, on voit que Pn sur P, côté adjacent sur hypoténuse, c'est égal au cosinus de alpha 0. Ça veut donc dire que Pn, c'est égal à P fois
cosinus de alpha 0. Voilà à quoi est égal Rn. Maintenant, il faut que je détermine, pour déterminer le coefficient de frottement, la valeur F0. Alors, qu'est-ce que je peux dire? F0, on est sur l'axe horizontal. Donc, je peux dire que le vecteur F0 est égal à moins le vecteur P indice P. Donc, si maintenant je passe en termes de valeur, la valeur de F0 sera égale à la valeur de la composante horizontale du poids. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que la composante horizontale du poids, je peux l'écrire en fonction du poids, puisque cette fois-ci, l'angle alpha, il va se retrouver ici. C'est ce qu'on appelle les angles, vous connaissez en maths, alterne-interne. Ce qui fait que l'angle droit se retrouve ici. Et mon triangle, tout le monde le voit, c'est ce triangle-là. Donc dans ce triangle, ce qui m'intéresse, c'est P indice P et P. P indice P représente le côté opposé et P représente l'hypoténuse. Donc le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est le sinus. Donc P indice P sur P égale sinus alpha. Donc P indice P, c'est donc égal à P multiplié par sinus alpha. Et comme alpha égale alpha 0, ça sera donc égal à sinus alpha 0. Donc, si je regarde, mon coefficient K, c'est F0 sur Rn. F0, c'est P multiplié par sinus de alpha 0. Et Rn, j'ai plus qu'à reprendre l'expression, c'est égal à P fois cosinus de alpha 0. Alors qu'est-ce que je constate? Je constate que le poids s'élimine, et donc j'en déduis que le coefficient K, il est égal au rapport sinus alpha 0 sur cosinus alpha 0, et vous avez dû voir en maths que ce rapport, c'est égal à tangente de alpha 0. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que finalement, le coefficient de frottement, il ne dépend pas du poids. S'il ne dépend pas du poids, il ne dépend pas de la masse. Donc ce coefficient de frottement, il est indépendant de la masse du corps. Par contre, il va ne dépendre que d'un paramètre alpha 0. Donc selon la valeur de alpha 0, ça va faire varier le coefficient de frottement. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire. Donc cette force, ce coefficient de frottement, donc, ne dépend que de alpha 0. Voilà pour terminer la leçon.